Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bonjour, je suis Guillaume Bigot, vous êtes sur Sud Radio, bienvenue sur Politique sous influence, l'émission qui vous aide à comprendre ce qui se trame sur les réseaux sociaux. Bonjour Juliette Briens, vous êtes en forme ? Je suis en grande forme, merci Guillaume. Tant mieux car nous avons un programme aussi passionnant que dense aujourd'hui. Tant mieux aussi car nous allons avoir besoin de vous Juliette pour rembobiner les buzz de la semaine. Cette semaine, Politique sous influence va revenir sur l'énorme buzz déclenché sur Twitter par l'arrivée du wokisme dans les séries télévisées. Et en compagnie de Laurent Alexandre, nous allons aussi chercher à comprendre comment la COP26 sert de prétexte à diffuser auprès de la jeunesse une sorte d'esprit apocalyptique. Tremblez jeunesse, c'est bientôt la fin du monde. Nous reviendrons aussi sur le tollé en ligne déclenché par l'ubuesque campagne pro-hijab du Conseil européen. Qui se cache derrière cette opération ratée? Le géopolitologue Alexandre Delval nous éclairera. Et puis enfin, nous allons voir comment Emmanuel Macron cherche à surfer sur le succès et peut-être aussi le secret du Z-Event, un grand événement caritatif de gamers. Cette récupération va-t-elle lui servir à séduire les 18-25? Pour nous éclairer, Patrick Bonin, expert en com digital, va nous répondre. Mais tout de suite, les woke colonisent les séries. Alors c'est à vous Juliette, faites-vous plaisir, racontez-nous comment, par exemple, le wokisme a débarqué dans les séries télé. Alors, tout a commencé, Guillaume, par un thread sur Twitter. À quoi ? Un thread. Vous savez pas ce que c'est un thread ? Un fil, c'est une série de tweets, c'est bien ça ? C'est ça, c'est une série de tweets. L'internaute qui se fait appeler @sanglier sympa sur les réseaux, sympa comme 38 000 abonnés, a mis le feu aux poudres en découpant des extraits d'une télé-série diffusée sur France 2. Sanglier sympa, on va dire, c'est une sorte de lanceur d'alerte du wokisme, c'est ça ? C'est un peu ça. C'est lui qui avait réalisé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est ce petit documentaire qui s'appelait Evergreen. Ah oui, remarquable. Voilà, il avait réalisé ce documentaire avec les moyens du bord et c'est un documentaire qui retraçait la montée d'un véritable fanatisme woke dans cette fac américaine de l'État de Washington, donc sur la côte est des États-Unis. Ouest des États-Unis, évidemment. Un reportage qui avait été vu plus d'1 million de fois. Je suis allée voir tout à l'heure sur YouTube. Il est toujours disponible d'ailleurs en libre droit sur YouTube. Vous pouvez aller voir. Il s'appelle Evergreen. On le recommande parce que c'est vraiment fascinant. C'est fascinant. Cette fois-ci, Sanglier Sympa a déposé des extraits de la série L'école de la vie, donc une série édifiante qui raconte le quotidien d'un professeur d'histoire géo qui se consacre entièrement à ses élèves. Parmi ses élèves, il y a Alex, un lycéen lambda qui s'est converti à une idéologie raciste et ultra-violente. On écoute. Non, la colonisation, il faut comprendre qu'à la base, c'est une entreprise de pillage des matières premières. Et que les populations, elles ont souvent été réduites au statut de quasi-esclavage. Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer pourquoi les seuls chemins de fer qui roulent aujourd'hui en Afrique, ils ont été construits par des Blancs alors ? Mais t'as conscience de ce que tu dis là, espèce de gros raciste? Oh, Doudou, tranquille. Vas-y, va manger ta banane. Quoi? Non mais ta bouche, là, comme tu parles à ma soeur. Tu dégages de mon cours, toi. Ah, tu dégages. Tu dégages. Allez, je veux plus te voir ici. Ouais, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une superposition entre une affirmation qui est finalement assez objective, les chemins de fer ont été laissés par la colonisation en Afrique, et puis un propos extrêmement raciste. Il y a un mélange exactement. C'est bizarre. Et pour dénoncer cette soi-disant montée de l'idéologie néo-nazie, Vincent, le professeur, contacte même le référent radicalisation du rectorat afin qu'il lui donne des conseils sur la marche à suivre dans l'espoir d'éviter le passage à l'acte. Le référent rectorat, c'est son taf. Il reçoit 10 signalements par semaine et ouais, d'après ce que j'ai raconté, il me dit que j'ai des raisons de me méfier. Mais il t'a dit de faire quoi ? Il faut que je convoque sa famille cette semaine et surtout il faut pas que je lâche. Il faut que je sache exactement où il en est dans ses idées. Il faut pas que je perde le contact, ça va être galère. Mais ça se trouve, il dit des conneries au bahut pour se faire remarquer. Dehors, il est super sage. Ouais, mais même si c'est le cas, il m'a dit de me méfier. Oh, il est flippé ton référent. Tout ce qu'il dit, ça rend parano. Non mais Alex, je vois pas du tout faire un truc dangereux. Bah moi je pensais comme toi, mais il m'a dit de faire gaffe. Il n'y a pas que la famille qui tombe des nues quand il y a passage à l'acte. Ouais, là, on se souvient d'extraordinaire efficacité, Juliette, du rectorat dans l'affaire Samuel Paty. Le soi-disant référent laïcité, malheureusement, qui était venu chapitrer le professeur qui allait se faire décapiter. Ouais, donc là, il y a une inversion assez incroyable. Ouais, et là, la fiction rejoint le réel. Malheureusement, les efforts conjoints de Vincent, le professeur, et du rectorat restent vains. Dans la série. Dans la série, tout à fait. Et Alex, le jeune élève, finira par poignarder un de ses camarades maghrébins. Alex, t'es dans cette situation parce que t'as pris les mauvaises décisions. Mais là, il faut pas que tu te trompes, je te jure. Pose ton couteau, Alex. Éloigne-toi de Mehdi.
Bon, mais la série, on a l'impression qu'elle est un peu se passe dans les années 30, non? Non, pas du tout. Et c'est sans doute ce qui a le plus choqué les réseaux sociaux. Les extraits de l'épisode ont immédiatement attiré les milliers de tweetos. Et le thread de Sanglier Sympa comptabilise aujourd'hui plus de 10 000 likes, près de 6 000 retweets. Les tweetos, en fait, stupéfaits, ont découvert un monde parallèle, le monde du service public, une France imaginaire dans laquelle la jeunesse serait sur le point de basculer dans une sorte de fascisme raciste, ultra-violent. En fait, pour ces scénaristes, on a l'impression qu'ils ont mis des lunettes en noir et blanc avec les heures les plus sombres, et le réel est filtré à travers ce prisme heures les plus sombres. C'est un peu le point Goodwin à toutes les heures. Et ce matraquage woke, apparemment, n'est pas que réservé au service public, Juliette. Non, en effet, d'ailleurs, le tweetos qu'on appelle Berbo78 a relevé que cette propagande n'était pas l'apanage du service public en partageant un extrait d'une autre série. Elle s'appelle Demain nous appartient et elle est diffusée sur TF1. J'ai peur. Je m'appelle Angie Lopez Diallo et j'en ai marre de pas me retrouver dans nos programmes. Angie, arrête, tu vas te faire virer là. Je préfère ça que de me taire. L'éducation nationale en a rien à foutre de nos individualités. Leurs programmes ont été créés par et pour des hommes cis, blancs, hétéros qui nient nos différences. Oh putain, je veux pas avoir ça. Bien dit, meuf. Non mais l'encouragez pas non plus. Seulement aujourd'hui, la société a changé. Alors plus question de s'écraser. Les minorités méritent d'être reconnues, étudiées et célébrées. Je sais que certains parmi vous n'osent pas s'affirmer. Des gays, des lesbiennes, des non-binaires qui comptent chaque jour les séparants du bac pour enfin se sentir libres d'être qui ils sont. Sauf qu'aujourd'hui, la diversité, c'est la norme. Et je refuse que des vieux boomers nous invisibilisent. Que ceux qui sont d'accord avec moi me rejoignent. Ouais. On veut étudier des auteurs noirs, gays, non-binaires, des femmes issues de l'immigration ou du métissage. Ah oui, non, les boomers, les mâles blancs, 6 blancs, c'est ça, 6 blancs hétéros. Je me sens un petit peu concerné. En fait, ce qui était intéressant... Vous êtes directement concerné, Guillaume, je tremble. Je vous le confirme. Mais non, ce qui est intéressant, soyons sérieux un instant, c'est que c'est plus cantonné finalement au banc des facs américaines ou à quelques départements de sciences sociales ou aux communautés numériques de militants woke. En fait, cette idéologie qui avait déjà percé, vous savez, dans les fameux pure players dont on parle Elle a traversé l'Atlantique. Exact. Elle a traversé l'Atlantique et elle n'est plus non plus dans ces pure players dont on parle souvent sur Politique sous influence. Là, c'est vraiment la consécration. Ça a percolé, quoi, en fait. Les woke débarquent aux heures de grande écoute à la télé, dans les séries destinées au grand public. Le wokisme, en fait, a mis dans son viseur la ménagère de moins de 50 ans. Voilà. Le wokisme a fait son outing, en fait. Exactement. Et mainstream. Dernier exemple en date, d'ailleurs, parce que ça a fait le buzz également, c'est ce téléfilm, vous en avez entendu parler, Il est elle, réalisé par Clément Michel, lui aussi diffusé sur TF1 en prime time. C'était l'histoire de Juju, un adolescent mal dans sa peau, qui a recours à la scarification. Malheureusement, lorsque ses parents inquiets l'emmènent chez un psy, Juju admet de ne pas se sentir garçon. Il désire changer de sexe et entamer sa transition hormonale au plus vite. Le père de Juju, lui aussi, encore un vieux mâle blanc cis hétéro. Encore un est profondément atteint. Terrible. Non, mais par cette nouvelle, c'est très difficile pour certains parents, on le sait. Il est profondément atteint par cette nouvelle et ne parvient pas à faire le deuil du fils qu'il pensait avoir. Et donc ce téléfilm, lui aussi, il a alimenté beaucoup de controverses sur les réseaux sociaux. Certains ravis applaudissent et parlent de prévention pour les parents dont l'enfant serait transgenre. Et pour les autres, choqués, ils dénoncent une propagande ultra dangereuse pour des enfants qui est déjà matraqués par la propagande transgenre sur les réseaux sociaux, justement. Alors vous me direz, Juliette, il est plutôt normal que les scénaristes soient finalement en phase avec l'évolution de la société, mais ce qui est présenté comme un changement de société, un changement de mœurs, on va dire, dont les auteurs de ces séries devraient tenir compte, en fait, est une idéologie. C'est une idéologie qui ne décrit pas la société telle qu'elle est, mais telle qu'elle devrait être, d'après cette minorité de militants et d'universitaires. Et les scripts des séries, en fait, ne reflètent pas ces changements de mœurs. Il est important, je pense, de comprendre que ces scripts de séries cherchent à façonner de nouvelles mœurs et à promouvoir de nouvelles normes. Prenons le cas de ces adolescents qui ont besoin de changer de sexe. Alors, il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai eu comme directeur d'un établissement d'enseignement supérieur un jeune étudiant qui avait besoin de changer de sexe. Il m'a expliqué, c'est d'ailleurs une souffrance terrible, m'a expliqué que depuis sa naissance, en fait, il avait absolument la claire conscience qu'il appartenait à un sexe différent de son sexe. Et donc, à la fin, il allait y avoir une opération qui était programmée. En fait, malheureusement, ça existe, c'est une souffrance terrible, c'est rarissime. Mais là, la démarche de ces séries est très perverse, en fait, et un peu délirante. Première folie, c'est-à-dire que c'est d'écrire quelque chose qui est rarissime comme banal.
avec l'idée que le changement de genre finalement devrait être fluide. Il serait beaucoup plus gros que ce que ça l'est. Exactement. En termes de nombre, je veux dire, évidemment. Une confusion entre ce qui peut être un trouble un peu de latence à l'adolescence normale, parce qu'on se cherche avec quelque chose qui est quelque chose de rarissime et de très grave. L'autre chose qui est absolument délirant, c'est de laisser penser aux jeunes et à tout le monde que finalement la souffrance de ces gens qui sont entre deux sexes, si j'ose dire, serait due au regard malveillant de la société. C'est pas du tout au regard malveillant, c'est juste que c'est extrêmement difficile à vivre. Et donc en plus il y a cette idée que le wokisme veut diffuser, qu'on devrait pouvoir changer de sexe comme de coque d'iPhone en fait, et ça diffuse cette idée que s'il n'y avait pas ce fameux patriarcat, etc., on pourrait de manière fluide changer de sexe. Et puis l'école de la vie, c'est pareil, c'est une inversion un peu délirante. Il y a cet élève qui interrompt son prof pour lui dire: monsieur, les seuls trains qui roulent en Afrique ont été laissés par les colons européens. Mais en fait ça c'est une scène absolument improbable. En revanche, qu'un élève dise: monsieur, vous n'avez pas le droit de critiquer le Coran, malheureusement c'est devenu banal. Or c'est bien cette violence-là et pas l'autre qui menace la société française. Autrement dit, on a une sorte de grand renversement. Et l'idéologie woke sert à occulter une réalité, voire à l'inverser. Et pendant que les séries télé, Juliette, mainstream, destinées aux adultes se wokisent, les plus jeunes, eux, sont finalement exposés à une communication intense autour des enjeux climatiques et parfois ça vire carrément au discours apocalyptique. Et pour en parler, on va recevoir Laurent Alexandre, qu'on ne présente plus, qui est le fondateur de Doctissimo, qui est un spécialiste en intelligence artificielle et qui est l'auteur de Jouissez Jeunesse. Alors il va nous dire si oui ou non il faut avoir peur de cette idéologie. Vous êtes bien sur Sud Radio, Politique sous influence vous revient tout de suite. Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Vous êtes de retour sur Politique sous influence, sur Sud Radio, et on va décrypter pour vous avec Juliette Briens les réseaux sociaux. Bienvenue à vous, Laurent Alexandre, vous êtes chirurgien, expert en intelligence artificielle, entrepreneur à succès et auteur de Jouissez Jeunesse. Vous allez nous répondre, est-ce que oui ou non Greta Thunberg et ses amis cherchent à faire peur à la jeunesse? Est-ce que c'est dangereux? Notre voix leur fait-elle si peur, lançait Greta Thunberg? Avant de répondre elle-même à cette question, peut-être parce que nous disons la vérité. Et la vérité fait toujours un peu peur. Alors la vérité fait-elle peur? La paix était toujours bonne conseillère. Vous allez nous éclairer. Et nous sommes en pleine COP26 et c'est notamment l'occasion, bien sûr, pour retrouver notre Greta Thunberg préférée. Mais auparavant, Juliette, merci à vous de camper le décor comme vous le faites si bien. Et tout a commencé fin septembre 2021 à Milan, quand Greta Thunberg, l'iconique militante, aujourd'hui âgée de 18 ans, parlait à ses followers de la future COP26 qui se tient aujourd'hui à Glasgow. La jeune Suédoise avait décidé de ne pas assister à la conférence sur le climat en raison, disait-elle, de l'inégalité d'accès aux vaccins contre la Covid-19 dans le monde. Elle a finalement changé d'avis, Guillaume. Tout va bien en apprenant que tous les participants de la conférence pourraient y participer dans les mêmes conditions sanitaires. Ouf. On a failli rater du coup sa magnifique sortie où elle a pesté contre le greenwashing. On avait vu cette vidéo sur les réseaux sociaux, donc elle s'est rendue donc à. Ne comptez pas sur moi pour l'imiter. À cette conférence et elle est partie. Elle a dénoncé du greenwashing, donc l'utilisation du. Mais elle n'a pas complètement tort d'ailleurs. Je ne trouve pas qu'elle ait tort, effectivement. C'est un peu de la récupération pour les entreprises. Quand des grandes entreprises pétrolières sont les héros la lutte contre le réchauffement climatique, ça devient compliqué. Mais en tout cas, les cris stridents et les grimaces de Greta Thunberg qu'on a pu voir à de nombreuses reprises dans ses discours font désormais partie de la culture Internet. Les réseaux se délectent à créer des mèmes, à trembler de rire. Vous savez ce que c'est les mèmes, Guillaume? Ce sont ces images détournées par un texte qui rend le tout humoristique et viral. Et il faut dire qu'elle est aussi un peu le visage de l'écologie depuis 2018. En plus de ses militants qui l'adulent, les chefs de l'État reconnaissent aussi le phénomène Greta et la prennent très au sérieux. Elle a été reçue par le pape, par le président des USA. Elle a pris la parole à l'Assemblée nationale, au Forum de Davos. Elle a même été désignée personnalité de l'année en 2019 par l'hebdomadaire Time sous le titre Le pouvoir de la jeunesse. Et coucou la revoilou à COP26. Sa maman qui dit d'elle, Greta faisait partie de cette petite minorité qui ressent le dioxyde de carbone, l'invisible, cet abîme incolore, inodore et silencieux que notre génération a choisi d'ignorer. Elle était une enfant, nous étions l'empereur et nous étions tout nus. Oh, c'est beau, c'est beau. En fait, Jeanne d'Arc entendait des voix et Greta, elle, voit les particules de dioxyde du carbone. C'est très très beau. En tout cas, Greta a bien raison de se soucier du réchauffement climatique, mais il y a peut-être aussi dans sa démarche je ne sais quoi de paniquant, d'apocalyptique. Est-ce que vous êtes d'accord, Laurent Alexandre? Comment expliquer un tel pessimisme?
Alors on voit que finalement Greta, elle surfe sur la culpabilité judéo-chrétienne qui est ancienne. Nous assistons à une nouvelle bouffée de pulsions apocalyptiques. Faut pas oublier qu'en 1968, Ehrlich a vendu des millions et des millions et des millions de livres en expliquant que 65 millions d'Américains allaient mourir de faim dans les toutes prochaines années. Ehrlich était au MIT, et que la Terre ne pouvait en aucun cas nourrir plus de 3 milliards de personnes. Nous sommes déjà 8 milliards, et face à une épidémie d'obésité, comme vous le savez, et les rendements agricoles dans le tiers-monde ont été multipliés par 3 dans les années qui ont suivi les prédictions fausses de Ehrlich. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter davantage aujourd'hui qu'hier. Alors, il faut s'inquiéter des problèmes écologiques, il faut s'inquiéter du réchauffement climatique, il faut trouver des solutions rationnelles. Mais la façon dont Greta Thunberg surfe sur notre culpabilité judéo-chrétienne, elle est très significative, et on la voit dans cet article qu'elle a écrit le 23 novembre 2019. Elle écrit « Le système oppressif, patriarcal, colonialiste et raciste a créé et alimente la crise climatique. Nous devons le démanteler. » Pour Greta Thunberg, le responsable du réchauffement climatique, c'est l'homme blanc, hétérosexuel, c'est encore du wokisme, occidental. Et on n'en sort pas du wokisme, on n'en sort pas. C'est pas le grand requin blanc, c'est le grand homme blanc, quoi. Exactement. Et puis tous les autres, c'est des gentils. Et puis la Chine et l'Inde qui émettent des quantités folles de CO2, c'est des gentils. Pendant que l'homme blanc qui, lui, diminue ses émissions de CO2 est l'horrible méchant. Donc on a effectivement un pont qui est fait entre la théorie woke, l'intersectionnalité, puis le réchauffement climatique, qui montre qu'il y a un dessein politique. Et on voit ça d'ailleurs dans les écrits d'Yves Cochet, l'ancien ministre de l'Environnement, qui a expliqué qu'il fallait que les Européens décroissent en termes de population pour laisser la place aux migrants africains, et qu'il fallait laisser l'Europe aux migrants africains, et que les Européens devaient cesser de faire des bébés de manière à permettre d'accélérer. C'est totalement suicidaire. Oui, on perçoit d'ailleurs une sorte de pulsion suicidaire là-dedans. Bien sûr, il y a des pulsions suicidaires, et on voit bien que les écologistes, ils admettent la thèse du grand remplacement. Et un certain nombre d'écologistes souhaitent accélérer le grand remplacement. Et Yves Cochet est très significatif de ces écologistes qui affirment haut et fort que le grand remplacement n'est pas un fantasme, c'est une nécessité qu'il faut approfondir dans les années qui viennent. Mais le pont aujourd'hui, il a quand même été atteint par le fondateur du groupe écologiste Extinction Rébellion, qui a quand même décrit le monde futur à destination de la jeunesse ces derniers jours de façon extraordinaire. Il explique que le réchauffement climatique va entraîner un collapse social, qu'on va voir arriver des gangs qui vont venir chez vous pour violer votre mère, votre sœur, votre femme. Ah oui, ce sont des propos terrifiants, vous les avez retweetés. Et qu'après, on vous crèvera les yeux avec une cigarette. Ah oui. Il décrit le monde futur dans un espèce de Mad Max sexuel, qui dénote des pulsions sexuelles assez sadomasochistes et assez étranges, je dirais, qui est fascinant. J'invite vos auditeurs à aller voir ce que le fondateur d'Extinction Rébellion a écrit comme fiction écologico-sexuelle dans un fait de réchauffement climatique et de viol généralisé, etc. On va y aller. Donc, selon vous, c'est quand même assez dangereux de faire croire que la fin du monde est pour demain matin, et surtout à l'attention de la jeunesse. C'est quand même problématique. Mais Guillaume, il faut un tout petit peu relativiser. Des fins du monde et des prophéties apocalyptiques de fin du monde, depuis 2000 ans, on en a eu beaucoup. Comme vous savez, le Christ était issu d'une secte juive apocalyptique. Beaucoup de premiers chrétiens s'arrêtaient de vivre parce qu'ils attendaient la parousie, le retour du Christ de façon imminente. Et si vous prenez le XIVe siècle, au moment du grand schisme, avec le pape d'Avignon et le pape de Rome, il y a des centaines de prophéties apocalyptiques dans l'Occident chrétien. Et on l'a oublié, mais Luther était profondément pessimiste sur l'avenir de l'humanité. Il avait écrit que dans le meilleur des cas, si Dieu est particulièrement bon, il restait avant la fin du monde au maximum 100 ans. Et oui, que donc ils n'ont rien inventé finalement. Allait disparaître en quelques décennies. Donc vous voyez, le père fondateur de la réforme de la religion protestante, un grand pessimiste devant l'Éternel, était lui-même convaincu qu'il nous restait quelques décennies. Donc ces prophéties apocalyptiques, on en a toujours eu. Aujourd'hui, elles ont une forme intersectionnelle et écologiste, avec une vision très
très pessimiste et aussi très anti-européenne, faisant porter toute la responsabilité des problèmes écologiques mondiaux sur l'Occident, sur le méchant blanc et sur l'Occident. Donc on a une situation très extraordinaire où finalement les écologistes nous font revivre le roman 1984 à l'envers. Dans 1984, le Parti communiste explique que le passé était horrible et que le présent est magnifique et que la ration de chocolat ne cesse d'augmenter. Les écologistes nous expliquent que le passé était formidable avant, quand l'espérance de vie à Paris en 1750 était de 27 ans, et qu'en revanche, aujourd'hui, on est en pleine apocalypse. Donc c'est une inversion complète de la rhétorique de 1984. Les écologistes nous font croire qu'on était dans un âge d'or et qu'aujourd'hui, on est dans un monde absolument merveilleux, en oubliant, en occultant qu'il y a beaucoup de nouvelles. Je suis persuadé que très peu de vos auditeurs savent que la plupart des polluants ont été divisés par 1000 dans l'atmosphère parisienne depuis 1955. Les suies, le SO2, le smog, le plomb, les métaux lourds ont été divisés par 1000 à Paris. Ouais. L'eau n'a jamais été aussi pure. Oui, on fait plutôt du bon travail. Elle était totalement polluée. En 1832 et en 1855, la pollution de l'eau entraînait 1000 morts par jour à Londres et à Paris. 1000 morts par jour. En fait, ce que vous nous dites, c'est que la situation en Europe, notamment, s'est considérablement améliorée eu égard à la qualité de l'air, à l'environnement, etc. Et c'est au moment où ça s'améliore en Europe que l'Europe se couvre la tête de cendre, c'est ça? Exactement. Mais vous savez qu'on a bien démontré économiquement que moins il y a d'égalité économique dans un pays, plus les gens ressentent les inégalités économiques et les inégalités de revenus. Donc là, on a un effet paradoxal. Au moment où l'air n'a jamais été aussi pur, où l'eau n'a jamais été aussi propre, où nos aliments n'ont jamais été aussi sûrs, nous avons une impression apocalyptique incroyable et bien souvent délirante sur lequel sortent les militants d'extrême gauche pour développer leur rhétorique woke. Merci Laurent Alexandre. Je rappelle que votre dernier livre s'appelle Jouissez jeunesse, sorti au livre de poche, je le recommande. Alors les causes de frayeur sont nombreuses. Certains redoutent plus la montée de l'islamisme que le réchauffement climatique, plus l'effondrement de notre civilisation sur elle-même par l'effet de ses renoncements moraux que par le réchauffement. Nous allons justement vous parler d'un autre sujet qui a buzzé sur les réseaux. Je vais parler de l'extravagante campagne en ligne du Conseil de l'Europe destinée à banaliser finalement le port de voile. Et nous allons parler avec Alexandre Delval, spécialiste de l'islamisme, ce qui va nous répondre. Vous êtes bien sur Politique sur Influence sur Sud Radio. Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Vous êtes bien installés, vous écoutez Politique sous influence, j'ai dit sur influence, que ma langue soit fourche. Ne fourche plus plutôt. Et bienvenue à Alexandre Delval, vous êtes expert en géopolitique, spécialiste de l'islamisme notamment, et auteur de La mondialisation dangereuse, un essai que je ne saurais trop recommander aux éditions de l'Artilleur. Alors, cachez cette campagne en faveur du hijab que les réseaux sociaux ne sauraient voir, et le Conseil de l'Europe a finalement reculé face à la pression des réseaux. C'est ce que vous allez nous expliquer, Juliette. Et l'une des divisions du Conseil de l'Europe, de la division qui s'appelle Inclusion et Antidiscrimination, a produit une série de tweets qui ont explosé en quelques heures, retweetés des centaines de fois et choqué des internautes et des politiques. Alors rappelons que le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale qui regroupe 47 États membres, et dont tous les États membres d'ailleurs de l'Union européenne, mais à ne pas confondre avec l'Union européenne. Et a priori, cette institution est assez vénérable. Pourquoi est-ce qu'elle a déclenché un tel buzz? Tout simplement car cette campagne de communication officielle, destinée à lutter contre la montée de la haine et de l'islamophobie, a pris appui sur une série de photos et de vidéos dans lesquelles les jeunes femmes souriantes et voilées sont accompagnées de plusieurs slogans, parmi lesquels « Mon hijab, mon choix »,« La beauté se trouve dans la diversité », comme « La liberté dans le hijab », ou encore « Apporter de la joie, accepter le hijab ». J'ai cru en voyant ça que c'était Qatar Airways ou Emirates. C'est exactement ça. Et en plus de ces affiches, une courte vidéo qui a particulièrement fait réagir, sur laquelle on voit des jeunes femmes non voilées d'un côté et voilées de l'autre, dans une sorte de miroir, un montage. En soi, pour prôner la liberté, le Conseil de l'Europe voile les femmes européennes. Alors quelles ont été les réactions sur les réseaux, notamment au sein de la classe politique? Surtout des réactions indignées à droite, mais pas que. La sénatrice PS Laurence Rossignol, ancienne ministre des droits des femmes, rappelle que les femmes sont libres de porter
porter le hijab dans le respect des lois de chaque État membre, en France celle de 1905 et 2004, est une chose. Dire que la liberté est dans le hijab, c'en est une autre. C'est en fait de la promotion. Et est-ce le rôle du Conseil de l'Europe, finalement? Poser la question, c'est un peu répondre. On a également François-Xavier Bellamy, député européen LR, qui nous dit un symptôme parmi d'autres, une dérive très grave qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère, où se mêlent entrisme, complaisance et détournement. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que le gouvernement a réagi plutôt de manière très efficace et assez impeccable. Effectivement. Ça mérite d'être souligné. Ouais, les tweets ont été retirés mardi dans la soirée, mais les visuels, par contre, de la campagne s'affichent toujours sur le site du Conseil de l'Europe. Ça, c'est en fait les réseaux, c'est bel et bien ça. Vous nous confirmez que les réseaux ont fait reculer le Conseil de l'Europe. Tout à fait. La France entière s'est indignée, donc le Conseil de l'Europe a reculé. Plusieurs logos d'organisations se trouvent sur ces affiches, Guillaume. Celui du Conseil de l'Europe, bien sûr, mais aussi celui de l'Union européenne, qui a cofinancé cette campagne, qui a coûté quand même la modique somme de 439 millions d'euros. En fait, cette campagne a été conçue dans le cadre de Weekend for Human Rights Speech, un projet qui réunit plusieurs associations dirigées par l'Unité. Ah oui, parce que depuis que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, il y a de plus en plus d'anglais. C'est ça qui est la logique, c'est normal. Dirigée par l'Unité, non au discours de haine et coopération du Conseil de l'Europe, et qui a pour objectif de sensibiliser à la nécessité de respecter la diversité et l'inclusion et de combattre tout type de discours de haine. En tout cas, les Français, eux, ne l'ont pas vu comme ça. Alors que se cache-t-il finalement derrière cette campagne, et surtout qui se cache derrière cette campagne? Alexandre, je crois que la question est pour vous. Oui, absolument. Ça fait pas mal d'années que je travaille sur ce sujet. Dans mon dernier livre, il y a un chapitre là-dessus, mais aussi sur le projet dont nous parlions tous les deux il y a quelques jours. Le projet, c'est le nom d'un document des frères musulmans qu'on a retrouvé après le 11 septembre. Pardon, Alexandre, c'est aussi le nom d'un de vos livres, c'est ça? Absolument. C'est le nom d'un de mes livres qui reprenait le nom d'un document des frères musulmans interne qu'on a retrouvé dans la banque des frères musulmans en Suisse, la Taqwa Bank, dans une enquête pour le 11 septembre, puisque les frères musulmans sont modérés, mais ils financent quand même de temps en temps le terrorisme à travers des structures. Vous savez, c'est un pied. Il faut bien se détendre. Voilà. À leurs heures perdues. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Voilà. Et ces frères musulmans, dans ce petit opuscule de 20 pages, expliquent comment ils vont infiltrer la culture, pénétrer l'éducation pour, par le bas, islamiser la société dans un premier objectif. Mais vous avez vraiment raison, et il faut que les auditeurs le comprennent. Les frères musulmans, c'est essentiellement une organisation qui avance de manière pacifique, qui veut diffuser de manière pacifique. En Europe, elle est essentiellement pacifique, mais ça n'empêche pas que quand vous mettez de l'argent dans certaines tirelires, dans certaines boulangeries de certains quartiers de Paris, ça va directement dans les poches du Hamas, qui est la branche terroriste des frères musulmans. Qui est moins pacifique. Ce qui est génial avec les frères musulmans, ils sont antiracistes, alliés à la gauche antiraciste et indigéniste en Europe, et ils prônent vraiment le pacifisme, mais ils financent le djihad dans d'autres... Tout dépend du lieu. Mais ça, c'était la petite parenthèse. Et les frères musulmans, dans ce projet, expliquent donc comment il faut par le bas, puisque le haut est hostile. Il y a un racisme structurel, disent-ils. Donc ils sont très d'accord avec les wokistes et les indigénistes. Il y aurait un racisme structurel envers les musulmans, en général. Donc par le bas, il faut rectifier la vision qu'on a de l'islam. Et dans le cadre de cet entrisme, qui est le plan pour l'Europe, parce qu'ils veulent pas faire l'attentat en Europe, ils savent que c'est contre-productif. En Europe, leur stratégie est l'inverse de celle du Hamas, c'est la pénétration, l'infiltration et l'entrisme. C'est dans ce contexte que le Conseil de l'Europe a été choisi comme le maillon le plus faible, le plus mou, d'un point de vue de la souveraineté, le plus pénétrable, puisque c'est une organisation plus large que l'Union européenne, qui inclut 47 pays, dont la Turquie. Et depuis que la Turquie n'est plus dirigée par des kémalistes, mais par un néo-ottoman, un islamiste qui vient du Miligürüş, eh bien ces deux organisations, frères musulmans, et la branche, l'équivalent turc des frères musulmans, qu'on appelle le Miligürüş, qui n'est pas l'islamisme d'Erdogan, c'est encore plus radical, c'est la matrice de l'islamisme turc. Ces deux organisations, qui ont des sièges notamment en Allemagne et en Suisse, mais aussi en Turquie et ailleurs, ont investi le Conseil de l'Europe. Et là, vous dites que dans cette campagne, vous voyez la main de ces gens-là derrière. Ah, on a la preuve, puisque parmi les deux organisations qui ont été dans l'atelier Weekend dont vous parliez, il y a deux structures des frères musulmans, dont la Fémiso. Donc là, c'est clair et net. C'est clair et net. C'est ce qu'on appelle la taquilla, non? C'est la taquilla, oui, le droit de dissimuler pour avancer. Alors ces deux organisations, l'une de jeunesse, l'une de femmes, des frères musulmans, ont l'une des deux, la Fémiso, a comme patronne quelqu'un qui, elle, vient du Miligürüş. Donc c'est vraiment... La Fémazo Fémiso, voilà, c'est Women. Donc ce sont des associations pour les jeunes et pour les femmes qui sont des branches des frères musulmans liées directement à l'UOIE.
c'est-à-dire l'Union des organisations islamiques européennes, qui est l'équivalent des frères musulmans en France, qu'on appelle musulmans de France, qui s'appelait avant UOIF. La branche européenne, c'est l'UOIE. Et il y a un lien structurel qu'on peut retrouver sur le site du Conseil de l'Europe. Hein. C'est normal pour vous, Alexandre Delval, que la Turquie fasse partie du Conseil de l'Europe ? C'est aberrant. En plus, c'est le pays le plus condamné depuis 40 ans. C'est le pays qui a le plus souvent été condamné, encore plus que la Russie, par le Conseil de l'Europe. Mais elle a pignon sur rue et elle exerce des pressions extraordinaires pour, bien sûr, dans tous ces documents sur le dialogue euro-musulman, c'est toujours l'Europe qui est raciste, qui est discriminatoire. Sous couvert, oui, d'islamophobie. Et justement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un enjeu encore plus large. Cet atelier de Wiccan a été présenté comme une application d'une résolution de l'ONU de 2020, figurez-vous, par le rapporteur spécial de l'ONU contre la discrimination, qui n'est autre qu'un ancien ministre du gouvernement ultra-christianophobe des Maldives, pays où on a interdit le christianisme et les fêtes religieuses et toute Bible. Vous voyez, un pays très tolérant. Et c'est un homme issu d'un des pays les plus intolérants au monde, qui est rapporteur spécial pour les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination. Et il a émis une résolution qui vise à lutter spécialement contre la discrimination envers les musulmans, qui, c'est bien connu. En matière de discrimination, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent. Il est assez spécialiste. Et bien évidemment, il dénonce pas la Chine qui pourrait couper les vivres des Maldives. Il dénonce surtout l'islamophobie des Américains et des Occidentaux. Et là où c'est extraordinaire, et c'est la stratégie, ce que j'appelle le génie de l'islamisme, le postulat repose sur le suivant. À cause du 11 septembre, il y a eu des répressions contre les terroristes. Et dans la lutte contre le terrorisme, on a accentué l'image négative des musulmans. Et donc là où il y a le plus de racisme et d'islamophobie, c'est l'Europe. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que le 11 septembre aurait dû être une occasion d'interpeller les textes de la charia qui invitent à faire le djihad. Non, c'est le contraire. C'est l'Europe qui, en réagissant au 11 septembre, a produit la plus grande discrimination qui existe envers les musulmans, alors qu'en Chine, il ne se passe rien. Vous nous expliquez que plus l'Europe s'investit pour lutter contre l'islamophobie, et plus les islamistes sont agressifs, finalement, et vindicatifs, et alors qu'en Chine, il y a malheureusement des millions d'Ouïghours qui sont dans des camps, mais c'est pas grave. Oui, alors pour les islamistes. Vous savez que les Ouïghours, dans les camps de rééducation au Xinjiang, s'ils ne récitent pas l'hymne communiste athée, s'ils n'acceptent pas un nouveau prénom et s'ils ne mangent pas du porc, ils ne peuvent pas manger. Ils sont déjà privés de repas tant qu'ils n'ont pas chanté. Donc pour l'islamiste, en fait, suivant que tu seras agressif ou mou, on te traitera convenablement ou on te mordra. Malheureusement, c'est un peu ça. Plus l'Europe se culpabilise, vous savez, les grands spécialistes du cerveau et de la psychologie le disent, il n'y a pas de culpabilisateur sans culpabiliser volontaire. Et donc, l'erreur de l'Europe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, on s'excuse de ne pas être islamophobe. Un exemple, attentat de Barcelone 2017, revendiqué par Daesh, qui dit que l'Espagne doit redevenir musulmane. Donc, un grief, une cause, une revendication expansionniste, suprémaciste. Réponse de la mairie de Barcelone, financement des frères musulmans dans le cadre d'une lutte contre l'islamophobie qui reprend aussi les textes du Conseil de l'Europe. Ça peut être un peu l'apaisement, la politique d'apaisement chère à Chamberlain. Et même Valls, que pourtant j'apprécie, on en a parlé à Barcelone autour d'un repas, même Valls, qu'est-ce qu'il fait après les premiers attentats de 2015 ? Il fait financer par le gouvernement français, donc par nos impôts, une campagne, des clips vidéo que vous avez vus sur les chaînes publiques, où on voit des musulmanes voilées se faire agresser par des sales franchouillards au crâne rasé, ce qui heureusement n'existe pas. Les agressions, c'est quand même souvent plutôt l'inverse au niveau des profils. Donc quelque chose de complètement, parce que si c'était vrai, il faudrait le dénoncer, mais c'est même pas vrai. Ils ont plutôt peur. Le Français de base, quand il voit une femme voilée, il a peur d'être massacré par les frères. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que ce sont les masos, c'est le masochisme qui alimente le sadisme. Je pense que l'expression du philosophe italien Diego Fusaro, l'autoracisme est juste. Oui, il y a une sorte d'ethnomasochisme ou d'autoracisme. Mais voilà, ce qu'il faut retenir pour les auditeurs, il y a des textes du Conseil de l'Europe qui disent que l'islam est européen, que c'est la religion de l'Europe, que tout vient de la science islamique. J'ai retrouvé des textes que vous pouvez consulter sur le Conseil de l'Europe. Donc c'est le produit d'une propagande qui dure depuis longtemps à l'ONU et au Conseil de l'Europe. Infiniment, Alexandre Delval. Je rappelle que votre dernier ouvrage s'appelle La mondialisation dangereuse et ce remarquable texte est publié aux éditions L'Artilleur. Mais il n'y a pas que les islamistes qui savent avancer leurs pions, les hommes politiques aussi. Restez avec nous, nous allons vous expliquer comment le président Macron tente de s'approprier le plus grand événement humanitaire de gaming en France. Nous allons en parler avec Patrick Bonin, le dirigeant de l'agence Jean, spécialiste en communication digitale. La récupération numérique de Macron auprès des 18-25 fonctionne-t-elle ? On en parle tout de suite. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens.
Vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Politique sous influence. Alors, lorsque Macron drague les gamers du Z-Event, et oui, Emmanuel Macron fait la pub du Z. Il s'est même servi du Z-Event, bien sûr. Est-ce habile ou pas? Notre invité, spécialiste de la com digitale, Patrick Gonin. Soyez le bienvenu, Patrick Gonin, dirigeant de l'agence Jean, va nous éclairer. Mais d'abord, Juliette, expliquez-nous ce qu'est le Z-Event. Le Z-Event, c'est un projet caricatif créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary, respectivement connus en ligne sous les pseudonymes Zerator et Dash, ayant pour objectif de réunir des streamers francophones afin de récolter des dons qui permettront de soutenir une association caricative. Cette année, c'était Action contre la faim. Il est organisé sur le site de streaming Twitch, dont il détient depuis 2019 le record mondial de l'événement caricatif ayant levé le plus d'argent. Séquence décryptage. Le monde des streamers n'est peut-être pas familier de tous nos auditeurs. Alors le streaming, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de diffusion et de lecture en ligne en continu de données multimédia. Je dis pas de bêtises, Patrick Bonin. C'est parfait. Je suis bon là. C'est parfait, on est bon. On est bon. Qui évite le téléchargement des données et permet la diffusion donc en direct. Et ceux qui jouent en ligne utilisent forcément massivement le streaming. Donc il y a beaucoup de gamers qui sont des streamers. Quant à Twitch, c'est le réseau social spécialisé dans le streaming lancé en 2011. Reprenez, Julien. Oui, et donc le Z-Event, c'est le rassemblement des streamers français. Et il s'est retransmis en direct sur Twitch. Comme j'ai dit, l'événement dure 3 jours et se déroule à Montpellier. La première édition a eu lieu en 2016 sous le nom Projet Avengers. L'événement s'est déroulé au profit successivement de plusieurs associations comme la Croix-Rouge, Médecins sans frontières et cette année Action contre la faim. Difficile de passer à côté, en tout cas si vous avez traîné sur les réseaux sociaux du 29 au 31 octobre, les dates du Z-Event de cette année. Afin d'encourager les donations, les streamers présents définissent chacun des donation goals, c'est-à-dire des objectifs de dons. Pour chaque palier dépassé, ils s'engagent à réaliser une action spécifique, généralement sollicitée par leur audience ou quelque chose d'amusant à regarder. Par exemple, il y a un des streamers qui s'est mis pour objectif de réaliser Paris-Marseille à pied s'il dépassait un certain nombre de dons. Et je pense que le président Macron, lui, s'est donné comme gage de parler depuis la COP ou la COP 26, de parler du Z-Event. C'est ça l'idée? Oui, tout à fait. Macron, a publié d'ailleurs encore une fois sur les réseaux sociaux, sur Twitter, une vidéo qui a fait pas mal de bruit. Cette vidéo a déclenché un peu une pluie de commentaires, avec beaucoup de critiques de la part de ceux qui trouvaient que le président désacralisait une fois de plus sa fonction, comme le député européen par exemple Jérôme Rivière qui dit « Après avoir été humilié par Biden, Macron confirme qu'il n'a rien compris à la solennité de la fonction présidentielle, tweetant à propos d'un marathon de jeux vidéo. Z-Event est sans aucun doute un bel événement caricatif, mais un président s'occupe d'abord du drapeau et de la France et des Français. » C'est ce que dit monsieur Jérôme Rivière, c'est ça? Et ceux aussi qui trouvent que qu'il y a de l'ironie dans cet appel présidentiel à faire des dons alors que sa politique n'est pas du tout au fait de celle des associations qui l'entouragent. On écoute d'ailleurs le célèbre streamer Mr MV qui a participé au Z-Event et voilà ce qu'il en a à dire. C'est un peu chiant de se dire qu'on demande aux gens et souvent les moins aisés sont les plus généreux. C'est que c'est à eux qu'on demande de sortir de la thune, quoi. Quand on va voir des grosses entreprises en leur disant allez-y, lâchez un énorme don, le gouvernement tout simplement. Le président, il est toujours là pour balancer son plus beau tweet derrière un Z-Event qui fait 5-6 millions d'euros. Mais en vrai, surtout Amnesty International la dernière fois, Amnesty, ils kiffent pas trop ce que tu fais, mec, quoi. Donc compliqué. En tout cas, cette année, c'était le record absolu. Plus de 70 000 spectateurs ont assisté à l'événement derrière leurs écrans. 700 000, pas 70 000, excusez-moi. 700 000, et 10 millions d'euros ont été récoltés pour Action contre la faim, du jamais vu. Et les streamers étaient ravis, on les écoute, parce que... 10 millions d'euros, bordel! Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà, 10 millions d'euros. Donc, ambiance à suivre. 10 millions d'euros, c'était leur projet, en fait, finalement. Bon. Alors, Emmanuel Macron a pas, je pense qu'il en a remis une petite couche avec un tweet, non? Oui, bien sûr. Après les 10 millions, il a dit, en se mobilisant tous ensemble, on peut bouger des montagnes. Vous l'avez fait. Z-Event 2021. Vous l'avez fait cette année encore. Un grand bravo. Alors, Patrick Bonin, vous qui êtes spécialiste de la communication digitale, la communication en ligne, je rappelle que vous dirigez l'agence de communication Jean. Qu'est-ce que vous pensez que le président a bien fait de se servir du Z-Event qui fait un peu comme le coucou dans son nid? Alors oui, il a bien fait. D'abord parce que sans le faire, et s'il ne le faisait pas, on dirait qu'il est coupé. On a toujours tendance à considérer que le président est très coupé de son auditoire, que ce soit les jeunes, les moins jeunes. Donc, est-ce qu'il a bien fait? Oui, il a bien fait de se rapprocher de cette cible. Alors après, est-ce que techniquement, il a bien fait de s'approprier ça? C'est un autre sujet, sans doute pas si bien que cela. Mais il y a peut-être un moment pour tout, Patrick Bonin. Est-ce que pendant le G20, c'était le bon moment? Alors,
En fait, pendant le G20, ils n'avaient pas d'autre choix parce que le Z-Event, c'est un moment très court. Après, il faut voir que le Z-Event, pour vos auditeurs, c'est un peu comme le Téléthon. C'est un moment qui permet de rassembler des fonds avec une communauté très spécifique, avec exactement comme vous l'expliquiez, des événements qui permettent de collecter des dons. Donc c'est une chose très positive. C'est très bien que cette catégorie-là, que sont les gamers, se mobilise. Ça permet aussi de rapprocher un nouveau réseau social assez peu connu du grand public qui est Twitch. Exactement. Et pourtant tellement utilisé. Et pourtant utilisé de manière énorme. 700 000 personnes en direct. Il faut se rendre compte de ce que représentent 700 000 personnes. Alors vous êtes des femmes et des hommes de médias, donc vous savez ce que représentent 700 000 personnes en temps. Très grosse Ce sont des audiences énormes. Sur une chaîne, sur une télévision par exemple d'infos, c'est une grosse émission. C'est une très grosse audience. Voilà, donc le président Macron, en faisant ça, il essaye de se rapprocher de cette audience, de ces gens. Et en plus c'est ciblé quoi. En plus, c'est ciblé. Alors, évidemment, eux, ils ont eu l'impression de se faire récupérer en disant, mais attendez, nous, on n'avait pas invité le président Macron, on voit pas pourquoi il vient. Donc, boomerang ou pas, alors? Alors, boomerang, non, d'abord parce que vous en parlez, nous en parlons. Donc, c'est une bonne chose. Ça montre que le président Macron s'intéresse à Twitch. Et, de manière plus large, combien de candidats à l'élection présidentielle ou de personnalités s'intéressent à des plateformes de réseaux sociaux comme Twitch, à une jeune génération de 16 à 25 ans qui font du gaming. On parle mais ça, il faut lui reconnaître. Il faut lui reconnaître le fait de s'être intéressé à cette catégorie de la population, de réussir d'une manière ou d'une autre à se connecter. Et quand on voit d'autres actions ou d'autres vidéos postées sur les réseaux sociaux par des candidats à l'élection présidentielle, on peut citer par exemple la vidéo de Madame la maire de Paris qui a fait un flop assez énorme. On voit bien que communiquer sur ces réseaux à destination de alors pas sur le Z-Event, mais sur un autre sujet. Et elle a carrément fait des contenus qui étaient à des années-lumière des codes de ces réseaux. Mais donc au moins le président qui conseillait le président. Non, je de toute façon, je ne le dirai pas si c'était le cas. Mais une chose est sûre, ce sont des médias qui demandent des codes de communication spécifiques, et le président Macron s'est mis dessus et est un des rares à le faire, maîtriser. Il est très bien sur TikTok aussi. La vidéo sur TikTok est très bien. Après, juste un point sur l'histoire de Twitter. Vous avez cité, c'est un tweet énorme. Au passage, le président Macron reste une des personnes qui tweet avec une communauté de retweets la plus importante. Évidemment, sur Twitter, lorsqu'il tweet, il est énormément commenté et par principe, et c'est le principe même de Twitter, il est énormément critiqué. Donc, mais il a la chance d'être toujours sur Twitter comparé à d'autres présidents. Il a la chance d'être toujours sur Twitter, il a la chance surtout d'avoir une communauté qui ne diminue pas et qui fait l'actualité. Donc la question c'est, est-ce que Emmanuel Macron il a surfé sur l'actualité du Z-Event, ou est-ce que Emmanuel Macron, en faisant ce tweet, il a permis à ce que des chaînes de télévision, à des chaînes de radio s'y intéressent? En réalité, je pense qu'il a aussi fait la communication. C'est un peu dans les deux sens, quoi. C'est du gagnant-gagnant. Win-win. Exactement. Les startups. Voilà. Exactement, c'est du gagnant-gagnant, tout à fait. Mais est-ce que bon, sa communication effectivement est assez sioux, on va dire, elle est très léchée, mais elle est quand même disruptive aussi. On se souvient des roulades sur l'herbe avec les influenceurs McFly, Carlito à l'Elysée. C'est dans la continuité. Se soucier du Z-Event, moi je trouve c'est très bien, mais depuis le G20, est-ce que c'est quand même pas un risque d'abaisser la fonction? D'abaisser la fonction? Sans doute pas. De la désacraliser en tout cas. Non, je ne le crois pas, parce que aujourd'hui cette fonction, elle est vue par des gens. Donc, est-ce que les personnes qui l'a ciblée via le Z-Event sont des personnes qui sacralisent la fonction et qui se sont même intéressées au G20? En réalité, sans doute pas, ou assez peu. Donc non, je crois pas qu'il désacralise la fonction, il s'intéresse à un nouveau public. La question qu'on va tous se poser dans les 6 prochains mois, c'est est-ce que ce public de 18 à 25 ans s'intéressera d'une manière ou d'une autre à cette élection qui arrive? Et il faut peut-être ajouter pour nos auditeurs que cette cible des 18-25 est assez stratégique dans une élection présidentielle. Parce qu'ils votent pas énormément, alors si on arrive à les faire voter dans un sens ou dans l'autre, ça peut faire une bascule. Oui, c'est évident. Cette catégorie de population, ce sont quelques centaines, plusieurs centaines de milliers de voix, et dans une élection, surtout comme elle sera là, à 100 000, 200 000, 300 000 voix. Il leur tend la main. Il leur tend la main. C'est sans doute un des seuls qui leur tend la main, parce que les autres sont très en retard. Et il y a une différence majeure avec les autres candidats. Tous, à votre avis, sont en retard. Monsieur Mélenchon est assez fort là-dessus, non? Monsieur Mélenchon, encore une fois, est assez fort sur les éléments d'ordre vidéo. YouTube est quelque chose qu'il maîtrise très bien. Après, les autres réseaux sociaux, pour Jean-Luc Mélenchon, beaucoup moins. Et les autres candidats, notamment la droite dite républicaine, est très loin de cela. Et ensuite, les réseaux sociaux auront un rôle à jouer, parce que peut-être qu'on ne gagnera pas une élection grâce aux réseaux sociaux, mais une chose est sûre, on peut la perdre. Parce qu'on pourra avoir des bad buzz, pardon de cette mauvaise expression. C'est pas ici, sur Politique sous influence, qu'on peut vous contredire. Donc vous dites que finalement ça va quand même se jouer sur les réseaux, cette affaire. Ah oui, c'est sûr, ça se jouera sur les réseaux, c'est évident.
Merci. Donc la présidentielle, vous avez entendu, va se gagner ou se perdre sur les réseaux. En tout cas, peut-être pourrait se perdre sur les réseaux. Patrick Gonin, merci infiniment. Je rappelle. Bonin, j'ai dit quoi? Tout à l'heure, il a dit politique sur influence. Donc, on l'a perdu. On se sent bien aidé dans cette émission. C'est moi qui vous stresse, Guillaume, je pense. Il est lui aussi sous influence. Oui, mais de qui? On se pose la question. Bon, j'expliquerai ça à ma femme. Merci Juliette, en tout cas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux buzz, de nouveaux décryptages. Excellent samedi à tous à l'écoute de Sud Radio. Restez avec nous, on va parler auto avec l'excellentissime émission de Laurence Perrault et de Jean-Luc Moreau.